Merci de nous rejoindre sur KIN 24. C'est l'heure d'Analyse 24. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Sur ce plateau, comme toujours, Ali Malé. Oui. Bienvenue. Toujours présent au poste. Vous allez bien? Oui, ça va. En tout cas, merci d'être là. En tout cas, on est là. Alors, notre invité s'appelle Ablavi Michel Ebouma, maître avocat, et il est aussi conseiller principal au Collège des mines et énergie du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Maître Ablavi Michel Ebouma, bienvenue. Merci bien, monsieur le journaliste. Sinon, vous allez bien? Oui, nous allons bien. Ça fait un bail. Je suis toujours là, seulement que les fonctions que nous occupons maintenant ne nous permettent plus d'être assez actifs avec les médias, d'autant plus que nous avons une certaine obligation de réserve, ce qui fait que c'est normal que nous ne soyons plus aussi présents dans les médias, comme ce fut le cas jadis à l'époque de l'opposition. Merci d'être là. Alors, Voilà. Alors, l'an 1 de la gestion UDPS, bien sûr, de la gestion de la coalition FCC Cash, il faut dire que jusque-là, la mayonnaise ne tient pas, parce que le peuple d'abord, jusque-là, c'est vraiment un slogan. Oui, pour ceux qui ne veulent pas voir les choses dans la réalité, peuvent tenir ce genre de discours, peuvent verser dans le bavardage, mais nous sommes dans la réalité et que l'une des grandes actions pendant les 12 mois de la gestion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons eu l'application effective de la gratuité de l'enseignement. Le ministère de l'Éducation nous renseigne que, en faveur de la gratuité de l'enseignement, ils ont reçu plus de 4000 enfants qui ont été scolarisés. 4 millions d'enfants qui ont été scolarisés. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis que notre pays existe. Et vous avez les effets de la gratuité. C'est en réalité les parents qui supportaient les frais, n'est-ce pas, d'école de leurs enfants. Aujourd'hui, les frais qui étaient alloués pour payer le Minerval servent maintenant à s'acheter, n'est-ce pas, à manger, à faire de l'épargne et à investir aussi, donc, si vous le voulez. Et nous, l'UDPS, Union pour la démocratie, ce qui veut dire état de droit et le progrès social. Donc l'UDPS commence par la démocratie, l'état de droit. Nous sommes en train d'instaurer l'état de droit. Lorsque le président de la République prête serment, une semaine après, il revoit les responsables de l'Agence nationale de renseignement. Celui qui est là actuellement a ouvert les cachots de notre Agence nationale de renseignement et ce jour-là, plus d'une vingtaine de personnes ont été libérées. À ce jour, dans nos services de renseignement, qu'ils soient civils ou militaires, il n'y a pas un seul détenu d'opinion ou un homme qui est arrêté à cause de ses convictions politiques. Il n'y en a pas un seul. Ça, c'est vérifiable. Absolument, vous êtes un journaliste, vous êtes des journalistes. Ça, c'est la lutte de l'UDPS, l'instauration d'un état de droit. Et vous avez vu la mise en place de la magistrature, l'appareil judiciaire. Nous devons nous dire des choses en face. Le pouvoir judiciaire de notre pays boitait. Et nous savons tous que notre justice était une machine à double vitesse. Et nous sommes au pouvoir, nous voulons remettre la justice au centre de toute action de notre pays. Donc voilà pourquoi vous avez vu, n'est-ce pas, les magistrats nouvellement nommés ont prêté serment il y a 2 jours. Et nous pensons qu'avec cette mise en place, vous verrez réellement qu'un pays se bâtit par la justice. Une fois que nous avons une justice juste, sereine, au milieu du village, vous verrez que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Je vais revenir sur 2 grandes réalisations que le conseiller du chef de l'État a rappelées. La gratuité, mais pour plus d'une personne, la gratuité pose encore problème pour son exécutif, dans son effectivité dans l'ensemble du pays. Les écoles ne sont pas régulièrement alimentées s'agissant de leurs frais de fonctionnement. Ça, c'est de 1.
des deux. Même quand on parle de gratuité, il y a de cela. Oui, vous vous vantez parce qu'il y a plus de 4 millions, selon vos chiffres, il y a plus de 4 millions d'élèves aujourd'hui qui ont rejoint les rangs scolaires, mais ça a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Parce que ce que les enseignants percevaient hier, ce n'est pas ce qu'ils perçoivent aujourd'hui. Et cela, c'est récent dans leur travail au quotidien. Je ne sais pas si les informations auxquelles vous faites allusion, vous les détenez d'où? Parce que moi, ce que je vous dis, ça vient, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation nationale. Enseignement primaire, secondaire et technique. Eh bien, les enseignants, ce qu'ils gagnent aujourd'hui est supérieur à ce qu'ils gagnaient avant. Et le gouvernement envoie régulièrement les frais de fonctionnement. Ça arrive. Et vous avez vu, il y a 2 mois ou 3 mois, les catholiques ont haussé la voix. Aujourd'hui, ils ne parlent plus parce que leurs inquiétudes ont été rencontrées. Le président s'est impliqué lui-même. On a rencontré l'inquiétude de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église catholique est satisfaite de la gratuité de l'enseignement. Je comprends, il y a 5 ans, 10 ans, la gratuité de l'enseignement révélait d'un fait miraculeux. Mais aujourd'hui, nous avons banalisé la gratuité de l'enseignement. C'est effectif. Réellement, nos enfants, nos petits frères vont à l'école et ne payent rien. Ne payent rien, messieurs les conseillers, c'est bien beau, mais comme chaque rose a ses épines, il faut dire que cette gratuité de l'enseignement a altéré la qualité de l'enseignement. Ça aussi, c'est vérifiable. Non, pour parler de la qualité de l'enseignement, il faut qu'une année scolaire s'achève. Non, mais ça s'annonce déjà. Mais non, parce que là, donc vous le dites. Il y a déjà des signaux précurseurs. Lesquels? Aujourd'hui, le gouvernement, il y a un projet de la construction de plus de 2000 écoles. C'est un projet. Le budget est là. Le budget est là. Quand le gouvernement prend une décision, il y a toute une procédure. Ça passe par le budget. Une fois que le ministre du budget signe, ça passe par la chaîne de dépenses. Et aussi, nous faisons l'appel d'offres pour que les entrepreneurs qui sont à mesure de nous construire l'école puissent offrir leurs services. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça, c'est de l'amateurisme. Nous suivons la procédure. Mais je vous dis, nous reviendrons ici avec vous dans les 6 mois. Vous verrez que nous aurons des écoles. Et je continue en ce qui concerne le social. Aujourd'hui, les militaires, les policiers ont vu leur traitement remonter vers le haut. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, si vous allez au camp Tchatch, moi, je suis allé, j'ai supervisé les travaux de la réhabilitation, de l'adduction d'eau potable au camp Tchatch. Vous savez que ce camp, nous avons trouvé avec une capacité de moins de 10% donc d'adduction d'eau potable. Aujourd'hui, nos militaires fêtent parce qu'ils ont l'eau de manière quotidienne et régulière. Nous avons réhabilité l'école donc du camp Tchatch. C'est merveilleux, c'est beau. Nous avons réhabilité l'hôpital donc du camp Tchatch. C'est merveilleux, c'est beau. Les policiers, aujourd'hui, leur traitement n'est plus le même. Ça, ce sont des faits réels qui ont, donc, n'est-ce pas, vu le jour dans les 12 mois. Mais 12 mois seulement. Monsieur le conseiller, apparemment, vous parlez d'une évolution partielle. Les fonctionnaires, oui, vous n'avez pas cité. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui posent problème. Si les traitements salariaux des policiers, des militaires ont été améliorés, mais les fonctionnaires peinent aujourd'hui. Il y a les magistrats qui sont en grève. Nous venons d'assister à la grève généralisée des médecins. Après, là, ce sont les enseignants qui annoncent leur grève. C'est une très bonne chose qu'il y ait des grèves. Ceci veut dire que nous avons libéralisé la parole. Chacun est libre de manifester. Donc, mon cher ami... C'est un indice de la démocratie. Absolument. J'étais en France, à Paris. Il y a eu la grève des transporteurs, les métros, les trams fermés. Les gilets jaunes. Ben, les gilets jaunes. C'est à ça
que l'UDPS amène le pays, la liberté. Nous n'allons jamais empêcher les gens de manifester, de faire donc des mouvements, des grèves. C'est prévu. C'est-à-dire qu'ils vont continuer dans leur mouvement, peu importe les résultats. Ils manifestent parce que l'homme cherche toujours l'amélioration. Et même vous, si on vous demandait ici le traitement, vous direz aussi que vous voulez que ça monte. Et nous sommes en train de suivre pas à pas. Les fonctionnaires ont vu leur traitement augmenter. Mais là, il y avait un problème que nous avons appelé les nouvelles unités. Et ces nouvelles unités ont été prises en compte. Le gouvernement, sous l'impulsion du président, a payé plus de 120 000 éléments de la fonction publique que nous avons appelé des nouvelles unités. Ça fait plus de 5 ans, ils n'ont jamais été payés. Pour la première fois, le gouvernement actuel a payé. Mais ça, ce sont des faits réels. Ou bien nous sommes dans le monde actuel, ou vous êtes dans un monde abstrait. Un autre fait réel, messieurs les conseillers, vous avez tout à l'heure parlé du budget. Oui. Mais hélas, les plans des trésoreries viennent nous révéler la vérité des chiffres. Certainement, vous devez revoir vos ambitions à la baisse, n'est-ce pas? Non, ça c'est un problème tout simplement de l'ignorance ou de la connaissance. C'est selon. Le plan de trésorerie est comme un tableau de bord. Vous avez, je vous donne un exemple, vous avez un véhicule qui a la capacité de 260 à l'heure. Mais vous vous dites, moi je quitte Kinshasa jusqu'à Matadi, je vais rouler à 120. Cela ne veut pas dire que le moteur du véhicule que vous avez est incapable de vous d'arriver à ce niveau-là. Le plan de trésorerie n'est qu'un tableau de bord qui peut évoluer à tout moment, ce qui est différent d'un budget. Le budget, que ça dit, c'est un plan de recettes et de dépenses que le gouvernement présente au Parlement. Il dit, moi, dans le gouvernement, je fais tout pour obtenir 11 milliards de dollars pour donc l'exercice 2020. Il le présente au Parlement, à l'Assemblée nationale, et les députés disent, mais comment vous allez faire? Il dit, voilà, dans le secteur des mines, moi j'ai la redevance, les droits superficiels, ainsi de suite. C'est comme ça que l'État fonctionne. C'est vrai que c'est un tableau de bord, mais ces tableaux de bord vous alertent. Et si vous ignorez ces alertes, vous pouvez gâcher les moteurs. Mais là, vous me rejoignez. Nous sommes d'accord avec ça. Lorsque vous dirigez, il y a toujours des prévisions. Diriger, c'est prévoir. Le ministre des Finances, qui est l'expert du gouvernement en cette matière-là, il dit, voilà, moi j'ai un tableau de bord. Mais cela ne veut pas dire que le budget est revu à la baisse. S'il faut revoir le budget, on va repasser par l'Assemblée nationale pour la modification de la loi de finances. Parce que les régies financières ont reçu des assignations qui sont des obligations légales. La loi vous dit, la loi des finances, que vous, DGDA, vous devez récolter autant. C'est une assignation, c'est une obligation, c'est une imposition. Voilà comment les choses se passent. Mais le tableau de bord n'est que indicatif. Je vous renvoie à 2015, 2013, 2014, 12. Il y a aussi eu... Avec Matata Ponyo. Il y a aussi eu, n'est-ce pas, le plan de trésorerie qui a toujours été moins que le gouvernement. Il faut relire l'histoire. Mais quand le ministre des Finances avertit pour dire qu'au cas où ça ne répondait pas, il y aura risque de recourir au plan Chabillet. N'est-ce pas là, il y a quelque chose qui expose? Mais vous savez, dans tout ce que l'homme fait, il y a toujours un pourcentage de risque. Nos amis donc, des météos, ils nous disent que s'il y a autant de pluie, eh bien, nous aurons des érosions. Ce sont des prévisions. Alors on fait quoi? On se tue? On va faire quoi? Se mutiler? Non. Donc il est libre de faire tout ce qu'il peut faire. Des prévisions,
des alertes. C'est comme ça que les choses, n'est-ce pas, devraient fonctionner dans un état normal et sérieux. Monsieur le conseiller Ablavi Michel Ebouma, je rappelle que vous êtes conseiller principal au Collège des mines et énergie du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, parlons maintenant de la politique pure. Vous êtes en partenariat, en coalition avec les FCC. Beaucoup pensent déjà que c'était une coalition contre nature. Je crois que les preuves sont là parce que vous entrez dedans à tout moment au point que cela impacte négativement la bonne marche du pays. Oui, mais je crois que sur ce point-là, vous nous avez reçus ici il y a donc des années où nous étions dans l'opposition radicale. L'aile dure. Et nous étions en face de nos amis du FCC. Qui sont devenus aujourd'hui vos grands amis. Aujourd'hui, nous sommes avec eux dans une coalition. Mais la coalition ne fait pas de nous des hypocrites. Nous disons la vérité. Eh bien, donc l'UDPS n'est pas un parti politique qu'on peut avaler. Donc l'UDPS, quand les choses ne marchent pas, nous prenons le courage de le dire ouvertement. Nous sommes avec nos amis du FCC parce que l'UDPS a vu grand et a vu loin. Donc mon cher frère, donc l'UDPS a connu des morts. Donc l'UDPS a connu des humiliations, des privations, d'emprisonnement, des tortures. Nous avons fait un effort de nous surpasser pour voir l'intérêt supérieur de ce pays pour aller, n'est-ce pas, en coalition avec nos amis de FCC. C'est tout à fait normal. Nous avons fait plus de 20 ans dans l'opposition à nous tirer dessus. Et vous pensez que la coalition, nous avons fait 20 ans, je dirais même plus de 20 ans, à nous entrer dedans, à nous tirailler, à nous attaquer. Et ce n'est pas en 12 mois que nous allons donc devenir des jumeaux univitellins. D'autant plus que nos parcours politiques sont différents. Ils se sont opposés. Donc vous ne pouvez pas comparer ou joindre, faire une joncture, une jointure entre l'UDPS et d'autres formations politiques, parce que le parcours est différent, la lutte est différente. Nous avons une charge. Nous avons des personnes qui sont décédées. Et en mémoire de ces personnes-là, nous ne pouvons pas trahir notre lutte. Nous ne pouvons pas trahir la lutte de feu Étienne Tshisekedi. Mais en pactisant déjà avec les FCC, c'est trahi. Non, on n'a pas trahi parce que du vivant d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, nous étions en dialogue avec eux à la Senco. Vous avez oublié? J'étais expert de l'UDPS à ces assises-là. Eh bien, nous les avons vus. Mais c'était dans un autre contexte politique. C'était toujours dans le même cadre politique. Ça, c'est un pouvoir, un nouveau régime qui voit les jours. Non, mais lorsque nous sommes allés, lorsque nous sommes allés à la Senco, c'était toujours pour la gestion du pays. Aujourd'hui aussi, nous parlons toujours de la gestion du pays. Eh bien, nous sortons des élections, donc nous nous retrouvons avec la configuration actuelle du Parlement. Que faire? Donc nous avons des choses à dire. Que faire? Eh bien, nous avons opté pour l'intérêt supérieur de la nation. Croyez-moi, ce n'était pas facile pour l'UDPS d'accepter d'aller en équipe avec nos amis du FCC, en tenant compte du passé. Mais justement, donc, mon cher frère, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, 27 ans de détention arbitraire, il a accepté de partiser avec ses bourreaux. Eh bien, nous sommes de cette lignée-là. Mettez l'UDPS, l'ANC, dans la même case. Vous êtes de cette lignée, c'est vrai, mais dans votre coalition, on a l'impression que vous faites les je t'aime, moi non plus. Et c'est les pays qui en pâtissent. Je ne sais pas. Jusqu'où irons-nous avec ces jeux de ping-pong? Non, nous parlons des choses qui se font exactement. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Oui. L'exécutif est bicéphale. Vous avez d'un côté le président de la République et les chefs du gouvernement qui se et de trouvent être les premiers l'autre ministres. côté le gouvernement qui a un chef qui est le Premier ministre. Voilà.
L'exécutif est dirigé par le président. Et la Constitution nous dit que c'est le président qui convoque et préside le Conseil des ministres. Ben, et donc voilà. Et je crois que nous devons être sincères. Ouais, tout ça c'est théorique. Tout ça c'est théorique. Mais sur les terrains, sur les champs politiques. Entre le Premier ministre et le président de la République, je crois que les choses se passent bien. Nous devons admettre les choses telles quelles. Les choses se passent bien. Ça et là, il peut y avoir des actions isolées parce que les choses se passent bien, même si difficile. Un des conseillers du Premier ministre serait en train d'espionner les chefs de l'État. Ça, ce sont les enquêtes qui nous diront. Non, parce que vous dites que les choses se passent bien. J'ai dit entre le Premier ministre et le président, les choses se passent bien. Si ça et là, il y a des actions isolées, les services compétents nous diront de quoi il s'agit. Monsieur le conseiller, oui ou non que les FCC ou certains caciques du FCC sont en train de torpiller les actions menées par les présidents de la République? Mais le président l'a dit à Londres. Il a dit que si parmi les membres de mon gouvernement, il y a ceux qui ne veulent pas s'aligner pour l'intérêt du peuple, eh bien, je vais utiliser mon stylo rouge, qui veut dire la sanction. Il a été clair. Monsieur le conseiller, peut-être une question de curiosité s'agissant de cette parenthèse ouverte. Les stylos rouges, qui est appelé à l'utiliser? Est-ce le Premier ministre ou le chef de l'État? Le chef Parce de que l'État. le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui nomme tous les membres du gouvernement. Il a le pouvoir de les relever et aussi de les révoquer. C'est lui le chef de la République. C'est lui le commandant suprême des forces armées et de la police. C'est lui le magistrat suprême. Il a donc l'impérium entre ses mains. La Constitution ici n'est pas l'œuvre de l'UDPS. C'est l'œuvre de nos amis que nous avons appelés jadis les belligérants. Ils ont donné des pouvoirs exorbitants au président de la République, chef de l'État. Ironie du sort, c'est un opposant qui a maintenant ses pouvoirs. C'est pour dire, la loi doit être impersonnelle. Ne faites pas des lois sur mesure, ça risque de se retourner contre vous. Aujourd'hui, la Constitution ici fait du président un monarque républicain. Il a des pouvoirs exorbitants. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est prévu. Eh bien voilà. Mais c'est un démocrate. Ce n'est pas selon l'UDPS, c'est selon la Constitution. La présidente de l'Assemblée nationale a donné une autre version de fait, comme pour dire, quand le chef de l'État prend une telle décision, il s'expose aux grandes... Bon, je ne veux pas... Il s'expose à la haute trahison. Je ne veux pas entrer dans ce débat inutile, mais je crois que pour donc, Madame Janine, c'était une sortie médiatique ratée. Elle aurait dû se taire. La réponse du berger à la bergère. Eh bien, c'est une erreur, parce que quand vous assumez des fonctions de cette nature... Elle était en dehors de l'hémicycle. Donc, vous ne pouvez pas verser dans de tels actes. Elle a parlé des faits qui concernent la République. Et lorsqu'on rentre dans la Constitution, la haute trahison, ce sont des faits prévus et punis par la Constitution. Cela relève du droit répressif. Et c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge pénal du président et du Premier ministre. Donc, le président de l'Assemblée nationale, je trouve que c'est un égarement doctrinal. Lorsqu'on veut faire de telles sorties, il faut se référer aux experts. Mais qui met en danger, selon vous, la coalition? Parce que quand ça sort de la bouche de la présidente de l'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe qui. Ça remet en cause votre coalition, comme l'a dit précédemment John. Non, je crois que peut-être qu'elle n'a pas fait de manière la plus officielle. Je pense qu'elle n'a pas fait de manière la plus officielle, mais après sa déclaration, je crois qu'elle est rentrée en elle-même pour comprendre que c'était une sortie ratée et un égarement doctrinal. Maître Ablavi Michel Ebouma, les 12 mois de règne de l'IDPS seront aussi marqués par des scandales financiers. 6 millions par-ci, 200 millions par-là,
les sauts de mouton, on aurait dilapidé des fonds. Et là, le peuple commence à se faire une idée sur vous que l'IDPS déjà fait pire que les 18 ans de règne du président Joseph Kabila Kabange. Exactement le contraire. Lorsque vous parlez des faits donc de 200 millions de dollars, cela ne relève pas du temps où l'UDPS était au pouvoir. Ce sont des faits qui relèvent de plus de 2 ans et qui concernent les dirigeants de la GECAMIN. Et donc au moment où nous parlons, les faits sont devant le parquet. Donc on ne peut pas charger l'UDPS. 15 millions. Les 15 millions, les faits sont aussi devant le parquet. Là, c'est sous les règnes de l'UDPS. Hein. Que ça soit... Non, mais la responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes à 2 qu'on va vous juger ensemble. Non. Si vous avez commis une infraction, la responsabilité incombe à vous et à vous seul. Vous faites allusion à votre allié, l'UNC? Je vous parle du droit. La responsabilité est individuelle. Et l'UDPS a lutté pour l'instauration d'un état de droit. Nous sommes collés au texte. Nous avons amené le dossier, donc le gouvernement a amené le dossier devant les cours et tribunaux, principalement le parquet, attendant que le parquet puisse terminer l'instruction de ce dossier. Mais je vais rappeler à quiconque, mes chers frères journalistes, l'UDPS a lutté pour un changement radical. Ici, je parle comme cadre. Un an après, ces changements n'est pas toujours au rendez-vous. Ici, je parle comme, un an après, en tout cas, comme un cadre. Il s'est fait attendre. De l'UDPS pour dire à quiconque qui se retrouve au gouvernement, à la présidence, au cabinet du président, ou ailleurs, que l'UDPS n'accompagnera personne dans le détournement, dans la corruption, dans les antivaleurs. Celui qui se retrouvera dans ces faits et actes passera devant les cours et tribunaux et il risquera de terminer ses jours en prison. Il faut que vous, les journalistes, que vous soyez sincères et vérité. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a sanctionné un de ses collaborateurs les plus proches, qui a même passé quelques semaines en prison. Quelques semaines. Ah oui, parce que lorsqu'un dossier arrive devant les cours et tribunaux, devant le pouvoir judiciaire, il y a la séparation des pouvoirs. Le président ne peut plus suivre un dossier pour donner des injonctions. Le président a fait son travail, il a sanctionné et il a passé quelques semaines en prison. Voilà un exemple. Qu'est-ce qui justifie, d'un état sérieux. Qu'est-ce qui justifie la sortie un peu plus rapide de ces conseillers, de votre confrère, collègue conseiller du chef de l'État, qui a été arrêté, mais aussitôt relâché? Apparemment, il y a un flou. C'était juste un spectacle pour plaire. C'est un flou pour ceux qui ne connaissent pas comment les choses se passent en justice. Lorsque le parquet reçoit un dossier avec un prévenu, la loi permet au prévenu de solliciter une liberté provisoire. C'est le magistrat instructeur qui l'accorde. Le pouvoir exécutif n'a rien à faire de la procédure pénale. Voilà comment les choses se passent. Nous avons lutté pour l'instauration d'un état de droit. Monsieur le journaliste, ne vous en faites pas, ça peut vous arriver un jour. Et vous vous retrouvez en prison. Tel que je vous connais, vous solliciterez aussi une liberté provisoire. Parce que le droit dit la liberté est la règle, la détention l'exception. Et c'est au pouvoir judiciaire d'apprécier. Le pouvoir exécutif n'a pas à suivre la procédure pénale. C'est ça l'état de droit que l'UDPS est en train d'instaurer. Mais on attend aussi l'État. Nous ne donnons pas des injonctions aux magistrats. Ils sont libres d'exercer leur ministère. Alors, Maître Ablavi Bouma, où est l'état des droits, où est la justice dans les dossiers des sauts de moutons? Quasiment une année après, on réalise que c'était peut-être une vaste escroquerie. Mais je crois que, mon cher journaliste, vous avez été ici à Kinshasa.
Lorsqu'il y a eu le programme des 5 chantiers, Oui. ça a pris plus de 2 ans. Non, 3 ans exactement. Vous donc vous êtes maintenant sur ces traces-là. Hein. Ça devient votre modèle des gouvernements, des gouvernances. Le boulevard du 30 juin était bloqué. Plus d'une année. Le boulevard du 30 juin ici était bloqué. Plus d'une année. Je vous épargne le montant de ces chantiers-là parce que je connais. Ah donc maintenant, ces régimes deviennent votre modèle. Hein. Vous voulez les copier. Et je vais vous dire, oui. Quant à ce qui concerne les travaux de 100 jours, s'il y a eu des ratés, s'il y a eu des détournements, je vous assure, je vous parle droit aux yeux, les présumés auteurs, s'il y en a, ils seront sanctionnés. Ce n'est pas le chef de l'État qui va les protéger. Vous pouvez me croire, à tous les niveaux. Ça, c'est l'UDPS. C'est le changement que nous amenons. Mais je comprends qu'il y a des gens qui sont des fanatiques, qui ne veulent pas comprendre que les choses ont changé. Même vous, les journalistes, vous devez comprendre que les choses ont changé. Nous laissons la justice faire son travail. S'il est établi qu'un membre du gouvernement, de la présidence, de n'importe quelle institution, à quelque niveau que ce soit, se retrouve pris dans les filets de la loi, eh bien, personne ne l'appuiera. Personne ne le soutiendra. Bien au contraire, nous allons condamner de tels actes. Donc, je ne vois pas d'où viendrait l'agitation. Ouais. Et aussi, mes chers frères, il faut éviter la diffamation. Il faut éviter la dénonciation calomnieuse. Ne parlez pas de choses en l'air que vous ne maîtrisez pas. Nous savons ce qui se passe. Mais je veux aussi dire, dans tout ce qui s'est dit, il y a plus de chaleur que de lumière. Laissez la justice faire vérité aussi, son travail. Vous savez que depuis un moment, les Quinois ne mentent plus, hein, surtout les réseaux sociaux. Il y a la vérité banale et il y a la vérité judiciaire. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité judiciaire. Mais la vérité de la rue banale, ça ne nous intéresse pas. S'agissant de ces dossiers, les projecteurs sont beaucoup plus tournés du côté du directeur du cabinet du président de la République, ce qui nous pousse à vous poser la question de savoir, est-ce que cela remet en cause la viabilité même de cet accord de Nairobi signé entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe? C'est deux choses diamétralement séparées et opposées. Un accord entre des partis politiques est un fait privé. Tandis qu'ici, nous sommes dans la gestion de l'État, qui sont des faits publics. Vous ne pouvez pas les mélanger. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes non, c'est un déclic. C'est un déclic. Non. Et aussi, parce qu'à l'UDPS, on dit on doit rompre avec l'UNC. C'est ce qui réclame la base. Toute personne soupçonnée, citée, pointée du doigt, bénéficie de la présomption d'innocence. On ne peut pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir. Mais ce qui est vrai, mais on ne risque pas de revoir la scène de régime précédent, c'est-à-dire des enquêtes interminables, pas du tout. 2 ans, 5 ans, des enquêtes qui n'aboutissent pas. Pas du tout. Mais les résultats d'une enquête que le chef de l'État a produit, jusqu'à là, aucune. Non, il faut la justice. Aucune enquête n'a encore produit des résultats. Mes chers journalistes, frères journalistes, vous savez que le responsable de Africas, au moment où nous parlons, il est en détention. Donc vous l'avez déjà... Non, mais nous ne serons pas aussi étonnés que quelques jours après qu'il soit relâché. Non. Alors, on en a l'habitude. Je ne sais pas. Ça aussi. Je ne sais pas si vous voulez vous dépouiller de votre place de journaliste pour devenir des magistrats. Vous devez, en ce moment-là, faire le choix. Laissez les magistrats faire leur boulot. Et il n'est pas dit que lorsqu'une personne est accusée, qu'elle a forcément... qu'elle est auteur de ces faits-là. On va instruire, le parquet instruit à charge et à décharge. Je vous rappelle que je suis avocat de carrière, de profession. Donc, je suis à l'aise de vous le dire. Ne jugez pas une personne avant que les faits soient établis. La coalition UNC-UDPS se porte bien.
C'est l'impression que vous nous avez donnée. Je n'ai pas dit ça. Ah, il y a des problèmes, hein, il y a des couacs. Hein. Je vais vous dire une chose. Oui. Parlant de la coalition ou de l'alliance. De l'alliance, oui. Vous savez que j'ai été conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi Pendant de longues années. pendant 7 ans et demi, exactement. Donc, j'étais dans la rédaction de la plupart des actes que l'UDPS a eu à produire. Toute alliance, toute relation politique, il y a toujours des soubresauts. Il y a toujours des zones de turbulence. Et puis l'UDPS, il faut faire avec. Nous avons une base bouillante, vigilante, deux fois dynamique, difficilement maîtrisable. Donc, vous savez que même nous, les cadres, deux fois nous avons été aussi mal menés. On vous voit de moins en moins au siège. Mal menés par... On vous voit de moins en moins au siège. Moi, je suis... Donc l'UDPS, le siège de notre parti, est notre seconde résidence depuis de longues années. Je me sens comme un poisson dans l'eau lorsque je suis à Limete. C'est un siège historique, emblématique. Eh bien, je suis obligé donc de me rendre de temps en temps. Ça nous donne de l'inspiration de Limete que vous voyez là. Ce n'est pas à comparer avec les autres sièges des partis politiques. C'est emblématique. Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire, oui, que toute alliance a toujours des zones de turbulence. Donc voilà. À n'importe quel prix, l'UDPS ne va pas rompre au nom de la paix. Ni avec l'UNC, ni avec les FCC. Je vais vous dire que je fais la politique, mais je ne suis pas un prophète. Je ne peux pas ici m'improviser tel et commencer à prédire l'avenir. J'ai dit tout simplement que toute alliance a des zones. Mais vous pouvez aussi lire la météo politique et nous. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Oui. La météo politique à laquelle vous m'envoyez lire me dit que toute alliance politique a toujours des zones de turbulence. Oui. Connaît aussi des soubresauts. Et peut se faire et défaire, se défaire à tout moment. Et qui vivra, verra. Qui vivra, voilà, verra. Au début de cette émission, je vous ai présenté comme étant les conseillers principaux au Collège des mines et énergie. Alors, quelques 5 minutes qui nous restent, parlons aussi de ces secteurs. L'électrification de la RDC était l'un des chevals de bataille du président de la République, n'est-ce pas? Mais une année après, on a l'impression que les Noirs continuent de régner en maître en RDC. Mais je veux la RDC serait un trou noir. Je veux vous dire qu'en une année, dans le secteur de l'énergie électrique, il y a eu des avancées. Mais nous sommes dans un secteur, donc l'électricité, les résultats ne peuvent se faire sentir que 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Parce que pour produire de l'électricité, il faut construire des centrales hydroélectriques, des parcs solaires ou d'autres instruments, machines de production. Et il n'y en a pas, il n'y en a aucune qui peut faire moins de 24 mois. Si nous allons dans les micro et mini-centrales hydroélectriques, la moyenne est de 3 ans. Si nous allons dans les centrales hydroélectriques, les moyennes ou les grandes, nous sommes partis pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, des fois 10 ans. Alors maintenant, la politique donc, du gouvernement actuel, nous allons pour un résultat immédiat dans les micro et mini-centrales hydroélectriques et aussi dans l'énergie solaire. Je vous informe aussi au cas où vous n'êtes pas au courant qu'au mois de décembre, la Banque africaine de développement BAD a signé un accord avec la République démocratique du Congo sur le démarrage du projet Inga 3 avec, au bout du fil, 4800 mégawatts. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 4800 mégawatts. Et aussi, le 12 février, au Palais de la Nation, il y a eu la signature d'un accord entre General Electric, une société américaine, et la République démocratique du Congo, avec, au bout du fil aussi, 1 milliard de dollars à investir dans le secteur de l'électricité. Déjà, en 12 mois, c'est mon secteur,
il y a des avancées. Dont le résultat se fera sentir, nous sommes clairs avec tous, dans les 2 ans qui viennent. Au moins, je serai satisfait qu'en 2023, le taux d'électrification de notre pays, nous l'avons trouvé à 9%, qui est l'un des taux les plus bas du monde. Mais nous sommes avec vous, donc, M. John. 2023, nous serons autour de 26-27%. Je reviendrai avec vous parce que nous avons lutté pour la vérité. En ce qui concerne le secteur minier. Minier, voilà. Et pour terminer, bien sûr. Nous sommes en train de lutter pour que les minéraux qui sortent de notre sous-sol soient transformés ici pour les donner une plus-value et renforcer le trésor public. Parce que pour la plupart donc, des minéraux, que ce soit le cuivre, le cobalt, le coltan, sort en brut, en cathode, en lingot. Et les nouveaux codes miniers rassurent les investisseurs en cette matière et en même temps sécurisent l'État congolais. Au fait, le terme exact est qu'en 2018, au mois de mars-avril, il y a eu la modification de certains articles du code minier. Oui. Vous savez que le code minier de 2002 était l'un des codes extravertis. Les investisseurs avaient plus d'avantages que l'État congolais. Ça faisait de l'argent des règles et d'autres. Maintenant, donc l'État congolais est revenu au bon sens pour dire que voilà, vous exploitez chez nous, voilà les obligations qui vous incombent, notamment les obligations sociétales. Vous devez donner ces avantages aux populations locales et aux entités territoriales. Aujourd'hui, je vous assure, les provinces où on exploite donc les minéraux, les entités territoriales reçoivent de l'argent qu'ils n'ont jamais reçu. C'est extraordinaire. En tout cas, monsieur le conseiller, prochainement, on va vous recevoir que pour parler de ces secteurs, les mines et l'énergie dont vous êtes les conseillers principaux. Alors pour aujourd'hui, nous atterrissons aujourd'hui, votre conclusion. Oui, je vais dire à nos amis de la presse, nous avons évolué pendant de longues années, la presse nous a accompagnés. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, il faut dire quand même que la presse aussi a mis sa touche. Mais, hélas, nous avons des fonctions qui ne nous permettent pas de tenir le crachoir souvent, parce que nous avons certaines obligations qui sont des obligations d'État, que nous appelons des obligations des réserves. Mais nous sommes avec nos amis de la presse, que mon absence ne vous dérange pas. Nous sommes, peut-être, on ne se voit pas, mais nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup, Maître Ablavi Michel Eboma. Je rappelle que vous êtes le conseiller principal au Collège des mines et énergie du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le journaliste. Ali Malek, merci. En tout cas, merci, merci partagé. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez ces magazines en rediffusion, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, un nouveau rendez-vous est pris tout prochainement. Au revoir.